Donc là, on bascule du transport maritime, de la décarbonation vers les robots autonomes et l'innovation. Donc sujet différent, mais tout aussi intéressant bien sûr. Pour évoquer ce sujet ensemble, je suis aujourd'hui avec Aurélie Apercé, qui est responsable commerciale d'Efidance, et avec Dominique Salle, qui est ingénieur d'affaires solutions robotiques chez Manitou. Bonjour. Donc pour démarrer, est-ce que Aurélie, vous pouvez nous présenter Efidance, puis Dominique Manitou, et puis on rentrera ensuite dans le vif du sujet. Et ah oui, et en régie, vous pouvez lancer les vidéos si vous voulez quand on présente les sociétés. Voilà, c'est comme ça fera un peu d'animation, d'illustration du propos. Voilà, bonjour à tous, donc Aurélie Apercé, responsable commerciale d'Efidance. Alors, présentation d'Efidance. Efidance, c'est une société de 20 personnes basée près de Clermont-Ferrand, en Auvergne-Rhône-Alpes, spécialisée dans l'intelligence artificielle et les systèmes de navigation. Alors, on a été créé en 2009 avec pour but d'accompagner les opérateurs et les managers dans leurs tâches quotidiennes en apportant des solutions simples et flexibles dans le domaine de la logistique et de l'industrie. Donc, on vend des robots justement qui sont multitâches, qui sont ergonomiques et qui sont performants. Voilà, donc nous, ce que nous vendons, vous avez déjà un exemple là qui passe sur la vidéo. Ce sont des robots équipés de logiciels avec des accessoires qui peuvent fonctionner de façon complètement autonome ou qui peuvent être connectés avec leur environnement, comme des portes sectionnelles à ouvrir par exemple, qui peuvent être connectés avec de la machinerie ou de la mécanisation, comme des convoyeurs ou des robots-bras. Et une dernière couche d'intégration serait l'interfaçage avec les logiciels. Logiciels en industrie comme en logistique, ERP, WMS. Bonjour, alors Manitou, c'est un groupe français qui est spécialisé dans la conception, la fabrication et la distribution de matériel de manutention, ainsi que les services associés. On intervient sur 3 marchés. Alors on est assez connu sur toute la partie agriculture, la partie construction, mais nous avons aussi une branche industrie dont fait partie l'AMR et qui représente à peu près 10% du chiffre d'affaires de Manitou. Alors quelques chiffres de Manitou. 2022, 2,3 milliards de chiffre d'affaires, 82% du chiffre à l'export. Donc là où on était une société très française, aujourd'hui on est à l'étranger évidemment. Ce chiffre d'affaires, on le fait à travers 32 sociétés dans le monde. Donc on est présent, chaque fois qu'on est présent dans un pays, on est présent avec une société. La particularité de Manitou, c'est qu'on a encore un actionnariat familial à 64%. Donc on n'est pas opéable entre guillemets. Tout ça, c'est 5000 collaborateurs dans le monde, 10 sites de production en France, en Italie, aux États-Unis, en Inde. Et puis toute la partie distribution, on l'a fait à travers un réseau de concessionnaires. Donc on a un peu plus de 1000 concessionnaires dans le monde qui distribuent nos produits. Et nos produits, c'est une gamme assez large de produits de manutention parce qu'on a pratiquement 400 produits, 400 modèles donc, au catalogue. Voilà. Merci Dominique. Alors donc, vous l'avez bien compris, on va parler robots. Pour donner quelques éléments de contexte un petit peu avant qu'on rentre dans le vif du sujet, je voulais vous poser là quelques chiffres qui viennent donc d'Interact Analysis, qui a fait une étude sur le marché des robots mobiles, AGV, AMR. Voilà, ce marché-là a connu une forte croissance en 2022. Je pense que j'apprends pas grand-chose pour l'instant. Selon l'entreprise, on comptera plus de 4 millions de robots mobiles d'ici 2027. Donc je pense que voilà, la croissance va se poursuivre. 1,5 million seront installés en 2027 seulement. Donc ça va arriver très vite. Et en 2021, plus de 100 000 robots ont été commercialisés dans le monde. La même année, les livraisons de ces mêmes robots ont augmenté de plus de 70%. Donc voilà, c'est vraiment un sujet hyper prégnant, notamment dans la logistique. Et une fois qu'on s'est dit ça, moi je voudrais d'abord qu'on reprenne un peu les bases ensemble et que vous puissiez nous expliquer voilà, les différents types de robots qui existent en logistique et vous, de votre point de vue, pourquoi est-ce qu'on assiste à cette croissance, à cet essor si impressionnant ?
Alors effectivement, la robotique est en plein essor dans tous les milieux et particulièrement de celui de la logistique. Alors effectivement, les premiers robots, on peut parler de globalisation de l'industrialisation. Les premiers robots sont des robots en fait plutôt de production en fait, tout simplement pour augmenter nos capacités, augmenter notre production. Et ensuite, depuis 40 ans, on a des robots plutôt de déplacement pour pouvoir les AGV, donc qu'on a retrouvés particulièrement dans l'industrie automobile dès les années 80, qui sont là pour assurer donc des transports de charge de façon sécurisée, donc de grosses transports de charge. Et ensuite, depuis une dizaine d'années, on se retrouve avec une autre technologie qui est beaucoup plus flexible, donc les AMR, les Autonomous Mobile Robot, excusez-moi. Et donc cette catégorie en fait de robots n'est pas figée en fait comme un AGV qui est un Automatic Guided Vehicle. Donc il ne suit pas une ligne, il ne suit pas des balises. L'intelligence est directement embarquée dans le robot. Et à partir de ce moment-là, il est en capacité de prendre lui-même ses choix pour pouvoir naviguer. C'est la différence qu'il y a entre les deux. Alors effectivement, l'essor de la robotisation, elle s'explique totalement en logistique, dans la mesure où effectivement, on cherche l'amélioration de la condition de travail. Là, vous pouvez le voir par exemple sur la vidéo, un robot suiveur en préparation de commande. Donc l'amélioration des conditions de travail est un moteur. Le fait de pouvoir augmenter aussi les capacités de prise en charge. Le fait de pouvoir augmenter tout ce qui est, la partie productivité dans le convoyage autonome, parce que justement, on va pouvoir libérer des personnes dont la valeur ajoutée n'est absolument pas de marcher 18 km par jour. Donc il y a cette partie-là. Et puis évidemment, on arrive dans la logistique 4.0 où on cherche en plus de la capacité, de la flexibilité. Et là, on se retrouve avec des robots AMR notamment. Et nos robots, justement, sont reconfigurables à l'infini pour pouvoir prendre en charge d'autres missions et d'autres destinations, par exemple. Voilà, et en complément de tout ça, on sait que au quotidien, on a des milliers de choses qui transitent, que ce soit sur la partie logistique ou sur la partie supply chain. Et évidemment, de par les volumes considérés, on va chercher à optimiser les flux, tout qu'on a des flux comme on vient de le dire, de transfert, des flux de picking. On va avoir des multi-colis, on va avoir de la palette, on va avoir du colis, on va avoir des différents contenants, des boîtes, des cartons. Donc tout ça va nécessiter le développement de produits assez spécifiques. Et finalement, dans la chaîne logistique, on va avoir tout type de robots pour arriver à automatiser l'ensemble de ces flux et l'ensemble de ces colis assez différents. Et nous, sur notre sujet, précisément, il y a un mot à retenir, c'est le mot autonomie, robot autonome. On parle bien d'autonomie. En quoi cette notion, elle est importante dans le monde de la robotique, et qui plus est dans notre secteur, qui est celui de la logistique? Alors effectivement, les enjeux de la logistique, c'est bien sûr la rapidité, la qualité de service. C'est aussi l'efficacité et de plus en plus la flexibilité. Et on se retrouve aussi avec des plateformes de plus en plus denses, plus grandes, mais aussi plus denses. Donc l'autonomie a toute sa place, parce qu'un robot non autonome, ce qui fait surtout la valeur ajoutée du robot, c'est qu'il puisse accomplir sa mission en toute autonomie, donc sans aide extérieure. Donc effectivement, il a totalement sa place en logistique. Par exemple, en tant qu'assistant logistique, il peut assurer le convoyage de charges d'un point A à un point B. Il peut aussi assurer la traçabilité. On peut imaginer de la lecture de code barre, de QR code, justement pour assurer cette traçabilité qui est de plus en plus importante dans le monde de la logistique. On peut aussi utiliser le coupler à des technologies comme les beacons ou la RFID, par exemple. Là, en fait, le robot va se charger des missions à non-valeur ajoutée telles que les grandes distances et le convoyage, et il va replacer donc les opérateurs, surtout quand on est dans les process de préparation de commande, sur piquer le bon produit au bon endroit en bonne quantité, ça c'est le plus important. Et donc replacer les opérateurs sur les tâches à valeur ajoutée. Et pour le coup, on va gagner en productivité, et ce qui est notamment assez important dans le secteur en ce moment, où on a quand même beaucoup de difficultés de recrutement de personnel, où le turnover est assez important. Alors voilà, un robot autonome peut avoir plusieurs missions, du convoyage, je vous en ai parlé, de l'assistanat à préparation de commande,
de transférer de l'approvisionnement de bord de ligne en industrie, parce qu'il y a de la logistique industrielle, du transport de palettes vides, du transport de palettes pleines, de l'interaction avec un WMS. Enfin, c'est assez large. Et en complément de ça, l'AMR, sa particularité évidemment, c'est qu'il a besoin de moins d'infrastructures. Donc dans la mise en œuvre donc, du produit, on va avoir des temps de mise en œuvre beaucoup plus courts. Et au finalement, on va quand même avoir des installations et des projets qui sont moins onéreux que les anciennes générations. Bon, donc là, je pense qu'on a fait un bon tour d'horizon sur ce que peut apporter l'AMR, sur les différentes activités dans lesquelles il peut assister en logistique. Mais si vous êtes là aussi tous les deux, c'est pour aller un peu plus loin, parce qu'en fait, vous n'êtes pas juste des co-intervenants sur cette conférence, vous êtes des partenaires. Et je voudrais que vous expliquiez un peu la genèse de ce partenariat. Qu'est-ce qui a fait qu'un jour, Manitou et Fidance se sont dit, bah, tiens, on va bosser ensemble parce qu'il y a une synergie sur ce sujet des robots autonomes. Alors, l'originalité de la rencontre entre Fidance et Manitou, c'est fait grâce à un client commun qui s'appelle Rhenus Logistique. D'un côté, Fidance travaillait avec eux, avec le robot Effibot qu'on vient voir sur des flux logistiques. Et ça, c'était du côté de Lyon. Et en parallèle de ça, nous répondions aussi avec Rhenus sur Rouen, sur un appel d'offres pour des produits pétroliers. Et comme Manitou est aussi spécialisé sur la branche magasinage, sur des produits très spécifiques qui font très dédiés, le responsable du développement de Rhenus souhaitait développer côté Lyon du transport de palettes. Or, Effidance n'avait pas de robot qui pouvait porter des palettes dans l'absolu. Et donc, ce gars nous a dit, mais écoutez, d'un côté, je travaille avec Manitou qui développe des produits un peu incroyables en France. Vous êtes deux partenaires français, vous avez de l'intelligence. Parlez-vous, je suis sûr que vous avez une aventure à faire ensemble. Et de là, nos patrons respectifs se sont rencontrés, ont discuté, et de là est né le partenariat, donc grâce à un client commun. Voilà. Alors moi, pour ajouter très rapidement, parce qu'effectivement, Dominique a quasiment tout dit, effectivement, c'est nos clients et nos prospects qui nous ont aidés à nous rapprocher, parce que effectivement, notre technologie et notre robot, que vous avez pu voir à plusieurs reprises, celui avec les 4 pneus, était très apprécié, mais simplement pas forcément assez capacitaire aussi pour d'autres applications, notamment de la palette. Donc effectivement, on a cherché, on avait déjà eu quelques projets de robotisation d'autres véhicules par le passé. Donc c'est quelque chose qu'on savait pouvoir faire. Manitou de ce côté était assez intéressé également pour avoir aussi cette branche automatisée et robotique dans leur gamme. Donc c'est tout naturellement que Effidance a apporté la partie intelligence artificielle, Manitou la partie véhicule, et qu'on a pu étendre cette gamme et créer cette gamme d'AMR franco-français, pour le coup. Alors, on va aller un peu plus profond sur la gestion de projet, parce que vous êtes quand même deux entreprises complètement différentes. Comment on gère un projet comme celui-ci? Quelles difficultés on rencontre? Puis évidemment, vous pouvez aussi nous parler de tout ce que ça vous apporte. Alors, nous venons de deux univers un peu différents, entre un univers de start-up et un univers de groupe où les choses sont quand même forcément très structurées. Tout ceci n'a pu se faire que parce qu'on a contractualisé le partenariat avec la filiale LMH, qui est la filiale magasinage de Manitou, à taille, on va dire, un peu plus humaine, 11 millions de chiffre d'affaires, 35 personnes, versus Effidance, donc à pareil, une taille d'entreprise raisonnable. Donc ça a été probablement la bonne solution, c'était quand même de partir avec des envies de faire des choses ensemble à taille humaine. Le deuxième souci, enfin un des soucis qu'on a pu rencontrer dans le lancement du partenariat, c'est que pour Effidance, les robots c'est 100% de leur temps, d'accord ? Alors que chez Manitou, on a intégré on avait le souhait d'intégrer une gamme de magasinage robotisé, en plus de tout ce qu'on fait habituellement. Et donc tout ça, si on prend le premier cas qui était le développement du gerbeur automatisé, lorsqu'on a fait travailler le BE, vous avez le BE qui va être entre 25 et 30% dédié au développement de ces nouveaux produits.
Et en parallèle de ça, il y a tout le quotidien qu'il faut continuer de gérer. Voilà, on est quand même une petite filiale. Et donc le BE, à un moment donné, c'est 6 personnes. Donc si vous mettez déjà 2 personnes sur le sujet, il faut que les 4 tapent le travail du reste. Alors, tout ceci, ça a quand même donc des vrais bénéfices parce qu'en fait, le résultat de tout ça, c'est la complémentarité des entreprises. D'accord ? D'un côté, on avait Manitou avec une gamme de produits déjà existante, sur lequel on avait aussi toute la partie... on a porté l'outil de fabrication, puisque au-delà de vendre des robots, il faut aussi les fabriquer. Donc Manitou, c'est un concepteur et on est spécialisé dans l'industrialisation des produits. Et de l'autre côté, on avait Effidence, donc, qui a mené toute sa technologie 4.0 et qui rendait donc nos machines intelligentes. Voilà. Alors, encore une fois, je ne vais pas avoir beaucoup de choses à raconter après Dominique, parce qu'effectivement, il a assez bien synthétisé les différentes difficultés qu'on a pu rencontrer. Effectivement, on a 2 tailles de groupes différentes. On ne travaille pas sur les mêmes produits. Nous, on est exclusivement sur du logiciel. Eux sont plutôt sur la machine. Donc, on a 2 univers un peu différents, 2 tailles différentes. Donc, effectivement... c'est toujours un peu difficile au départ, mais je pense qu'on a pris le pli depuis quelques temps. Et effectivement, voilà, les vrais bénéfices ont été, comme il a pu le dire, la complémentarité. Nous, notre suite logicielle d'un côté, de leur côté, leurs compétences, industrialisation machine. Et puis voilà, ça a matché et puis ça continue. Donc c'est plutôt bien. Oui, parce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas dit quand même tout à l'heure, c'est que l'AMR, la machine, c'est super. Mais s'il n'y a pas la bonne intelligence logicielle derrière, il ne se passe pas grand-chose. Voilà. Donc c'est plutôt complémentaire. Quels sont, avant qu'on est dans l'expérience room, donc avant qu'on soit vraiment sur des cas concrets, etc., comment ça va évoluer derrière, ce partenariat ? Alors, juste pour rappel, comment on fonctionne aujourd'hui ? D'abord, avant d'aller plus loin. Aujourd'hui, on a nos 2 entreprises, donc on a fait un comité de pilotage du partenariat avec les directions des deux boîtes qui nous fixent les objectifs et qui suivent évidemment l'évolution du partenariat et qui nous donnent les objectifs donc, à tracer pour les. Et ça, on se réunit à peu près 2 fois par an pour fixer le cap. D'accord ? Et en parallèle de ça, chaque service travaille en squad, c'est-à-dire travaille avec son partenaire. Donc je rencontre tous les mois, on fait un point avec Aurélie sur les dossiers, sur les opportunités, si on fait le SITL, si on fait des salons, voilà, donc toute la partie vente, marketing. En parallèle de ça, mes collègues de la R&D sont quasiment hebdomadairement, avec un point qui est demain, tous les jeudis, ils font un point donc, sur le développement des produits pour suivre, etc. Donc ça, c'est la déclinaison. Alors on n'est pas toujours d'accord. Ça arrive, et donc là on a nos chefs respectifs, donc Thibaut de Labigne pour la partie LMH et Cédric Tessier pour la partie finance, ils se parlent et puis ils tranchent, et puis nous on est des petits scarabées et on applique ce qui a été décidé en haut lieu, quoi. D'accord ? Donc si on veut parler de l'avenir du partenariat, moi je pense qu'il ne peut être drivé que par l'intérêt que chacune des entreprises trouve dans la continuation de la collaboration. Si vous êtes persuadé et si vous avez envie de faire les choses parce qu'elles se passent bien et que tout va bien dans le truc, le partenariat continuera de façon très naturelle. Voilà. Et pour être plus terre à terre, au niveau des produits, l'avenir de notre partenariat, c'est de continuer à créer des solutions toujours plus innovantes, multitâches, multi-applications, qui répondent aux enjeux d'aujourd'hui et de demain. Et au niveau commercial, dans ce partenariat, de pouvoir évidemment croître, s'étendre et pouvoir asseoir un réseau aussi bien de distribution que de services après-vente en Europe et au-delà de l'Europe. Voilà. Alors on va rentrer là très concrètement dans les apports, les applications du robot autonome dans la supply chain et plus précisément en logistique. Est-ce que, vous nous avez préparé des petits retours d'expérience. Donc Aurélie, je vais vous laisser la parole pendant un bon bout de temps là pour que vous nous expliquiez un peu le travail qui a été effectué chez certains de vos clients. Alors je vais demander à la régie de remettre la vidéo 1 au début, si c'est possible.
Et après, on enchaînera avec la 2. Merci beaucoup. Donc effectivement, une solution autonome, c'est quoi? C'est d'abord un logiciel embarqué sur un véhicule avec ses accessoires pour convoyer de la charge, comme vous pouvez le voir. Donc effectivement, c'est réduction des TMS, réduction de l'accidentologie, augmentation de la productivité. C'est le principe du convoyage autonome. Ensuite, on a aussi toute la partie management de flotte, indicateurs, KPI, dont on parle beaucoup pour optimiser les flux. Donc là, je voulais revenir sur 2 types en fait, d'intégration qu'on a pu faire. Cette première, vous voyez, qui est de la logistique industrielle, pour le coup, parce qu'on est chez un sous-traitant d'équipementier automobile. Donc effectivement, ici, notre mission, ça a été de remplacer une flotte d'AGV philo-guidés qui était là depuis très longtemps, comme je vous l'ai expliqué, surtout dans ce secteur d'activité. Donc on a mis en place une flotte d'AMR à la place. Et donc on a créé pour eux, parce que notre but aussi, c'est de pouvoir personnaliser les solutions. On a donc créé pour eux ce système d'acribage de chariot 3 dimensions. Pour pouvoir justement approvisionner le bord de ligne via les préparations qui sont faites en chariot et pouvoir après évacuer les produits finis de la même façon en chariot. Voilà. Donc on a essayé de caler notre solution au maximum, au plus près de ce qu'ils avaient l'habitude d'utiliser, c'est-à-dire de la préparation en fait de kits en chariot. Voilà. Donc on a conservé pour eux, c'était aussi plus simple niveau ergonomie de rester sur le même type de préparation. Et donc on a fonctionné aussi sur une solution simple en termes d'intégration. Ils ne voulaient pas forcément qu'on soit intégré à leur système ERP ou à leur MES. Donc on est resté assez basique sur de la commande d'appel, que vous pouvez voir à l'instant, qui est très basique, mais très, très fonctionnel et qui leur suffisait pour le process donné. Voilà. Donc vraiment rester sur de la simplicité et de l'efficacité. Et ensuite pour la vidéo 2, s'il vous plaît, qui a un cas d'utilisation complètement différent. Donc là, on est purement logistique, préparation de commandes, tout simplement. Donc ici, le but, c'était d'améliorer les conditions de travail des préparateurs de commandes, donc en automatisant partiellement cette activité. Donc vous voyez ici le chariot suiveur, le chariot suiveur qui a fait la renommée des finances, les FIBOT. Donc effectivement, le chariot suiveur qui assiste le préparateur de commandes dans sa mission de picking. Et ce fameux chariot suiveur qui va pouvoir partir en autonome, en zone d'expédition, contrôle, conditionnement, la mission suivante. Et là, vous voyez un deuxième chariot qui vient prendre le relais. Alors là, effectivement, ça a été la mise en place donc d'une solution mixte, suiveur et autonome, capable d'évoluer dans un environnement collaboratif. Et donc, les bénéfices de cette solution ont été évidemment l'ergonomie, et puis le gain de productivité, parce que tous les trajets à non-valeur ajoutée ont été pris en charge par le robot, tout simplement. Une petite question, est-ce que vous avez des retours utilisateurs en direct, des opérateurs la prise en main est facile, ça les soulage? Alors effectivement, pour la partie logistique que vous venez voir juste avant, les fonctionnalités sont très simples. Pour être suivi, il faut appuyer sur un bouton. Et pour arrêter d'être suivi, il faut appuyer sur le même bouton. Donc en termes de mise en place, c'est assez simple. Après, les retours qu'on a, c'est vrai que l'automatisation fait toujours un peu peur, notamment pour on va dire, les emplois des opérateurs. On a quand même des retours très positifs dans la mesure où effectivement, ils n'ont plus à pousser ou à tirer un chariot. Donc ils ont les 2 mains libres pour faire de la préparation de commandes, c'est quand même assez agréable. Et puis on leur évite de marcher jusqu'à 18 km par jour, ce qui est plutôt bien pour eux. Donc les retours sont quand même relativement positifs. Sur ces 2 types de solutions que vous venez de développer, Aurélie, combien de temps ça prend? Alors ça dépend de la complexité du projet. Ça peut prendre 1 semaine. Comme ça peut prendre 1 mois. On va rarement au-delà du mois. Ça dépend vraiment de ce qu'on veut faire. Si on reste sur un robot suiveur, nos robots suiveurs sont standalone, on vous les livre, on a un quick start. Si on n'a pas besoin de mapper ou de logiciel de cartographie ni de scénario, ça peut être instantané.
Ou alors ça peut aller jusqu'à des systèmes très intégrés, par exemple avec un interfaçage WMS, où il va falloir aussi un peu développer cet interfaçage au niveau informatique. Donc là, ça peut prendre un peu plus de temps. Et puis si on en arrive sur un grand entrepôt, ça sera forcément une grande carte. Donc ça prendra plus de temps à être effectué. Mais c'est assez variable. En fait, vous faites du sur-mesure. On fait du sur-mesure, oui. Ok, bon, je pose plus trop de questions sur combien ça coûte, tout ça, ça viendra après de la salle, Voilà. je pense. Là, j'aurais voulu maintenant qu'on voit à peu près ce qu'il est possible de faire avec ce type d'outils, j'aimerais bien savoir comment vous travaillez en termes d'R&D sur toutes ces questions d'innovation, parce que ça va vite, très vite, et il y a beaucoup de nouvelles solutions qui émergent. Donc, comment vous bossez au quotidien sur ce pan qui est très important? Alors, on ne fait rien d'extraordinaire que font les entreprises normales. Évidemment, on se pose la question initiale, donc le commerce identifie les projets suivant ce sur quoi on travaille, on observe un peu les marchés. On a aussi une petite veille concurrentielle quand même pour regarder un peu ce que font les autres, puisqu'il faut toujours s'inspirer de ce que font les autres. Mais avant tout, on travaille par intérêt et en fonction des projets sur lesquels on est soumis par les clients et sur lesquels on va être amené à travailler. Alors une fois qu'on a établi ces projets, on va développer des produits, puisque nos solutions, ça passe quand même essentiellement par des produits. Et pour vous développer un produit, il faut faire des choix, puisqu'on ne peut pas tout développer en même temps. Donc on va faire une estimation entre les deux directions. On va regarder en fonction des projets en cours, celui que l'on va prendre comme direction et qui va occuper les équipes sur le temps qui va être là, et ensuite on va évoluer. D'accord ? En termes de BE, finalement, là aussi, rien de neuf sous la planète. Chaque BE reste dans sa zone de confort, c'est-à-dire que côté Manitou, on va faire toute la partie mécanique, bien évidemment, et puis on va penser production, on va penser industrialisation. Donc derrière, vous avez toute la partie nomenclature, organisation pièces, machin, pour réaliser et fabriquer les robots. Et puis côté, évidemment, Efidance, ils gardent l'intelligence du robot, toute la partie... donc ils fabriquent un kit de robotisation pour robotiser nos machines, si ce n'est pas un produit robotisé par eux-mêmes. Ils développent et ils continuent à travailler sur le soft de pilotage, puisqu'en fonction de l'application, vous n'allez pas faire la même chose, donc il faut développer les softs pour faire travailler le robot. Et puis, il y a une chose importante dont on n'a pas encore parlé, c'est le suivi des normes qui évoluent, et puis il faut surtout respecter les normes. Donc ça, c'est le travail des finances, de dire, OK, on fait des robots conformes à la législation, de façon à ce qu'on respecte tous les éléments de sécurité, bien évidemment, de nos machines vis-à-vis des clients utilisateurs. Alors effectivement, moi je rajouterais simplement que ce qu'on essaye de faire en termes de R&D, c'est de justement pas faire comme tout le monde, autant que faire se peut. On essaye de trouver la solution innovante. Alors bien sûr, on part de nos prospects, de nos clients et de leurs besoins, ça c'est la première chose. Mais on essaye vraiment de trouver le facteur différenciant. Alors vous voyez, l'Efibot par exemple, quand il a été créé en 2015, on a créé un produit qui n'existait pas sur le marché, multi-application, indoor-outdoor, on peut mettre des accessoires dessus, il suit, il est en autonome, enfin on peut combler beaucoup d'applications. Après, par exemple, le fait de pouvoir garder plusieurs typologies d'utilisation sur tous nos AMR, vous avez un mode suiveur, donc même pour les plus gros, même sur les chariots à fourche. Donc ça veut dire que vous pouvez très bien faire de la préparation de commandes sur palette. Il vous suit latéralement, voilà, tout simplement. On a gardé donc le côté suiveur sur tous nos appareils. On a gardé le côté autonome, évidemment, sinon ça n'aurait pas de sens. Et sur les plus gros, comme justement les gerbeurs et autres tracteurs logistiques, on a gardé aussi une utilisation manuelle parce qu'à tout moment, on estime que peut-être vous allez avoir besoin de l'utiliser en manuel. Vous avez besoin de bouger, un opérateur a besoin de bouger une palette. Il y a un robot à disposition, il peut très bien prendre le robot, l'utiliser en manuel, le remettre dans le circuit, appuyer entre guillemets sur son scénario, le remettre à disposition en fait pour pouvoir accepter des missions, et puis on est reparti. Donc voilà, l'important pour nous, c'est vraiment de garder d'accentuer sur le facteur différenciant. C'est ce qu'on a essayé de faire aussi à la création du système d'agrippage de chariot. C'est un système... C'est pas un système de remorquage, c'est vraiment un système d'agrippage. On ne porte pas la charge, ce qui nous permet
de rester sur des charges qui sont importantes, parce qu'on va jusqu'à 400 kg, justement là vous l'avez sous les yeux, pour ce système-là. Et en fait, vous avez un système d'agrippage qui est 3D, donc si la planéité du sol n'est pas parfaite, vous avez toujours un maintien du chariot. Voilà. Et puis pour finir, on l'avait vu juste avant, la partie convoyeur motorisé sur le robot. Alors on n'est pas les seuls à faire du convoyeur motorisé sur robot, mais nous on s'est permis, on s'est gardé la possibilité de pouvoir avoir plusieurs formats. Vous pouvez avoir trois emplacements pour un colis par exemple. Vous pouvez avoir un grand emplacement parce que vous avez un plateau comme on a pu le voir sur une vidéo précédente sur un format demi-palette. On peut faire aussi du triage, on peut très bien prendre des colis et les distribuer de façon complètement interdépendante en fonction de leur emplacement. Et c'est en fait un système qu'on a développé et qui permet de faire de la communication en direct avec des convoyeurs fixes. Évidemment, de l'autre côté, il faut du convoyeur fixe et qui permet de transmettre des informations comme par exemple le poids d'un colis, la vitesse de transmission, la destination, etc. Et c'est d'ailleurs, vous avez pu le voir dans une vidéo, ce qu'on a pu faire sur différents projets, notamment avec nos voisins régionaux, Boa Concept, qui sont aussi en Auvergne-Rhône-Alpes. Bon, on le voit, il y a quand même beaucoup de cas d'application. Ça va vite, ça apporte de la qualité de service, ça permet l'autonomie, de l'efficience, ça réduit la pénibilité. Donc, il y a quand même beaucoup d'avantages à ce type de solution. Vous l'avez démontré au travers de votre expertise commune, de la mise en place de votre partenariat. Voilà, ça porte ses fruits pour vos organisations, mais on l'a bien compris aussi pour le secteur, quelles que soient les activités et quels que soient les clients. Maintenant, si on se projette un peu, qu'on pense à demain, alors on n'a pas de boule de cristal, c'est toujours difficile de dire c'est ça qui va exploser, mais quelles innovations, quels leviers en tout cas, ou technologiques ou autres, viendront faire évoluer les solutions que vous proposez? Et quel regard aussi peut-être vous portez alors Manitou a de longues années d'expérience, et Fibot, vous depuis la création des Fibot en 2015, quel regard vous portez aussi sur l'évolution des attentes et des solutions que vous proposez? Alors effectivement, ça va être un secret pour personne. Je pense que sur le salon, c'est un peu le mot d'ordre partout, c'est la flexibilité, l'adaptabilité. En fait, c'est vraiment le mot d'ordre à l'heure actuelle. On va arriver sur des solutions, on le sait, de plus en plus connectées, de plus en plus intégrées, de plus en plus flexibles, qui vont devoir être reconfigurables assez facilement. On arrive aussi sur des changements, on va dire, d'infrastructure, des bâtiments beaucoup plus denses, beaucoup plus grands, où on va chercher de la hauteur, on va chercher alors j'ai pas le mot pour compactitude, je suis pas sûre que ça existe. Compacité. Voilà, des solutions plus compactes, plus flexibles et donc nous, évidemment, on va suivre le mouvement, effectivement, parce que c'est aussi les besoins de nos clients. Donc à chercher des solutions qui soient plus capacitaires ou plus agiles ou plus flexibles ou plus facilement reconfigurables et plus compactes. Oui, en complément et en conclusion, c'est que ce soit d'ailleurs en logistique, supply chain ou en industrie, de toute façon, le futur passe de toute façon par l'agilité. L'innovation reste au cœur de notre quotidien, puisqu'il faut suivre tout ça et puis il faut aller très très rapidement sur les sujets. Si on veut gagner des marchés, il faut toujours avoir un coup d'avance. Donc, j'ai comme maître mot, c'est l'innovation et le développement de produits différenciants, comme on vient de l'expliquer pendant un moment. Voilà. Est-ce que tout ce qui est IA, IoT, tout ça, c'est des choses sur lesquelles vous réfléchissez? Est-ce que ça va vous apporter plus de possibilités? Alors effectivement, ce sont des sujets qui sont au cœur du développement actuel. On parlait tout à l'heure de KPI, d'optimisation des flux, c'est typiquement des sujets qui rentrent dans ce domaine-là. Donc effectivement, c'est quelque chose sur lequel on est déjà en train de travailler et qu'on va continuer à développer par la suite.
On n'en dit pas plus, on verra, on suivra. Bon, l'idée, voilà, c'était vraiment de vous présenter ce partenariat, les possibilités des robots autonomes. Et il nous reste du temps vraiment pour prendre vos questions. Et n'hésitez pas, en fait, vous avez voilà, deux spécialistes. Donc, moi, vous levez la main et je viens vous apporter un micro et on vous répond. Parce que je pense qu'il y a plein de choses qu'on n'a pas abordées. Moi, je vous ai laissé la place pour le faire. Allez-y. Je vais vous laisser vous présenter. Bonjour, Daniel Veillard, La Poste. On n'a pas vu la solution commune, là. Elle est développée, elle est opérationnelle ou pas encore? Quand vous parlez de solutions communes, vous parlez du chariot suiveur pour la livraison de colis? Je parle de Manitou, on n'a pas vu. Oui. Ça fait partie pourtant des vidéos qu'on avait fait passer. Il me semblait en avoir vu une. Si, effectivement, Oui. normalement, il y a au moins 2 ou 3 vidéos sur notre solution commune. Non, il y a des produits qui fonctionnent Oui, aujourd'hui en effectivement. mode Gerber, en autonome ou en Oui, mode oui. suiveur. Oui. Et c'est vrai que Et- vous avez raison. J'ai pas fait détailler attention. la gamme, du coup. Oui, alors effectivement, à l'heure actuelle, on a développé un Gerber robotisé, donc avec lequel on peut faire du suiveur, de l'autonome et le reprendre en manuel. C'est pour ça que j'en ai parlé tout à l'heure, pouvoir avoir un chariot à disposition, pouvoir prendre des palettes. Et ensuite, on a un tracteur logistique. Donc cette fois-ci, voilà, pour faire le parallèle à l'Effibot qui pouvait tracter 500 kg, là on est sur du 3 à 5 tonnes. Donc c'est pas du tout, on ne joue plus dans la même catégorie. C'est plus le même matériel. C'est plus le même matériel, voilà. Bon, et puis sur les gerbeurs, on avait développé le gerber qui prend donc avec des longerons. Et comme on a aussi besoin de prendre des palettes fermées, on développe le porte-à-faux, qui est un autre gerber, mais sans longeron. Donc voilà, ça c'est les 3. L'idée derrière tout ça, c'est de prendre un produit standard et de lui mettre un kit de robotisation, donc sans trop le toucher, de façon à garder la ligne d'industrialisation et de fabrication d'un produit à coût raisonnable. Si c'est pour développer un produit totalement scratch, bah forcément ça coûte plus cher, c'est des produits dédiés, faible volume. L'idée c'est de prendre un produit standard et de le robotiser. Voilà. Oui, bonjour, Eric Laporte, Bosch. Petite question, je vois beaucoup de certains de vos robots sur vos vidéos qui suivent des lignes au sol qui ont l'air tracées. Vous pouvez me refaire un point juste en termes de cartographie. Vous travaillez plus en cartographie ou encore plutôt en type AGV? Alors, vous avez pu voir des lignes au sol, notamment quand j'ai expliqué le use case chez le fabricant de pièces automobiles, mais parce qu'en fait, les lignes au sol, c'est celles qui restaient des AGV d'avant. On n'a absolument pas besoin des lignes au sol, on est vraiment en technologie AMR, cartographie, voilà. Non, c'est uniquement du logiciel. Ok, et deuxième petite question sur cet AGV-là avec ses roues, etc. Vous le vendez aussi comme étant quelque chose qui peut aller à l'extérieur. Vous avez déjà des use cases de genre de choses en passant par vraiment l'extérieur, des conditions climatiques. Nous, on est normands, donc les conditions climatiques, ça peut être compliqué. Alors oui, effectivement, il a été créé au départ, l'Effibot, pour travailler dans les vignes en Champagne. Donc il a été créé pour l'extérieur. C'est aussi pour ça qu'il a des pneus et pas des roues traditionnelles de robots indoor. Alors effectivement, il peut évoluer en extérieur. Les conditions climatiques ne le gênent pas trop. Par contre, à partir d'un moment où on arrive sur un rideau d'eau, et certainement qu'en Normandie, il y a des rideaux d'eau, Ça peut arriver. ça peut être compliqué au niveau navigation, parce qu'un rideau d'eau peut devenir un obstacle. Donc voilà, si la pluie est forte, ça peut devenir un obstacle et donc un peu plus compliqué. Et après, j'ai envie de vous dire, c'est comme avec votre voiture. À partir du moment où le sol est mouillé ou alors s'il y a de la neige au sol, c'est pas qu'il ne pourra pas rouler, c'est qu'à un moment donné, les distances de freinage ne seront pas les mêmes. Voilà, donc c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte quand on configure et peut-être de pouvoir revenir sur les réglages en hiver, par exemple, pour pouvoir éviter les glissades, tout simplement. On a une 4e question, peut-être. On a encore le temps. Personne ne demande combien ça coûte. Hein. De toute façon, la réponse, on vous la donnera que sur le stand. Oui, là, il va falloir venir nous voir au C11. On est exactement à l'opposé, dans le coin à Diagonalement l'opposé. opposé.
Bon, bah écoutez, s'il n'y a plus de questions... Si, moi je vais en poser une. Ça me gratte. Allez-y, Ça me Étienne. démange. Ah bah si, il y, Moi, je- il y en a une derrière vous Il y en a une encore. derrière, alors on va laisser Allez, une d'abord. dernière. Toujours. Mon collègue m'a fait rappeler une question que j'ai posée tout à l'heure pendant la conférence. En termes d'accroche et de désaccroche, exactement ça, voilà. Là vous avez un désaccroche automatique de certains chariots. Est-ce que vous avez travaillé sur de l'accroche automatique? Parce que là on voit le décrochage, mais c'est quelque chose que, par exemple, voilà, nous on s'intéresse à l'accroche automatique et j'en vois pas. Est-ce que c'est quelque chose sur lequel vous travaillez? C'est une très bonne question. Oui. Et Merci. la réponse, c'est oui. C'est-à-dire, on travaille déjà dessus. Voilà. D'accord. Donc les premiers vont être livrés dans pas très longtemps. Donc effectivement, c'était plus simple au départ pour nous de développer le décrochage. C'est plus simple techniquement parlant. Mais effectivement, l'accrochage est sur le point de sortir. Et Ok. il y a un point important, c'est que l'accrochage, c'est une chose entre un robot et une première remorque. Mais si on parle d'un train, ça c'est autre chose. Donc on ne sait faire aujourd'hui que la première remorque attachée au robot, accrochage, décrochage. Donc on ne sait pas automatiser un décrochage automatique sur l'ensemble d'un train. Voilà. Merci à vous. Merci. Alors Étienne, Ouais, une dernière question. ouais. Alors moi, c'est intelligence artificielle. Ah, Parce que c'est tellement vaste, finalement, ce domaine aujourd'hui. Quand vous parlez d'intelligence artificielle, pour vous, qu'est-ce que c'est? Le robot, il apprend quoi dans son parcours? Ou bien vous... Qu'est-ce qu'on apprend? Qu'est-ce qu'on peut faire progresser? Moi, je sais qu'il y a des problématiques de cohabitation homme-machine. Vous avez décrit la différence entre un fil guidé, un chemin tracé pour sortir du concept du fil dans le sol, donc du chemin tracé avec la liberté de ces robots-là qui se déplacent dans une zone et ne sont pas déterminés. C'est-à-dire, si je me mets à droite, il va me contourner par la gauche et inversement. L'intelligence artificielle, pour vous, ça se décline comment? Qu'est-ce qu'on apprend aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il apprend, ce robot? ça c'est pour toi. Alors effectivement, qu'est-ce qu'il apprend, ce robot? Il apprend à se repérer dans son environnement. Il apprend aussi à agir. Donc c'est au niveau surtout comportement dans son environnement en fonction de ce qu'il croise. On a parlé des personnes. Alors effectivement, la première chose, c'est d'apprendre à évoluer en cohabitation avec des personnes. C'est vrai que à la base, l'Effibot a été développé pour faire du robot suiveur. Donc c'est vraiment typiquement un robot qui est collaboratif avant tout, hein. Il apprend quoi? Il apprend au fur et à mesure, on lui a aussi appris à pouvoir tout simplement dépasser des obstacles, c'est-à-dire contrairement au filo guidé, comme vous l'avez dit Étienne, qui va rester sur sa ligne, qui va rester bloqué, on lui a appris à dépasser en fait des obstacles pour continuer sa route. Donc en fait, l'intelligence artificielle est vraiment sur la base de comportement. Voilà, ce qu'il apprend, c'est un comportement par rapport à une situation, et au fur et à mesure, on lui inculque d'autres façons de réagir sur d'autres situations, tout simplement. Une dernière Et question? est-ce que ça vous ça évoque d'autres questions? On va vous laisser le temps d'aller leur poser les questions en off, parce que souvent c'est comme ça que ça se termine. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci à tous. Bon salon.